J'aimerais vous présenter M. Maurice Doyon, professeur titulaire du département d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation de l'Université Laval, qui, conjointement avec les EVQ, a développé un mécanisme de stabilisation du prix de quota transigé lors du SCVQ. M. Doyon est également titulaire de la chaire de recherche économique sur l'industrie de l'œuf Fellow Cyrano, chercheur du Centre de recherche en économie et en environnement et en agroalimentaire, des transports, de l'énergie, finalement chercheur du Centre de recherche d'infectiologie porcine et avicole. De plus, M. Doyon est régulièrement consulté à titre d'expert par différents paliers de gouvernement et organisations nationales et internationales. J'invite donc M. Doyon à venir faire la belle conférence que vous attendez patiemment. Bienvenue, M. Doyon. Bonjour. Donc, merci tout le monde. Ça va être, j'espère que vous êtes, j'étais heureux tantôt d'entendre qu'après le repas, vous étiez bien réveillés parce que, bon, soyez attentifs, ça va rouler. Puis, mais il y a beaucoup de temps de prévu aussi là, pour les questions. Alors, j'ai préparé une présentation là, pour vous avec l'aide de Sarah, que vous connaissez. Alors, pour la période de questions aussi, là, Sarah va venir se joindre à moi. Pour des raisons de fluidité, là, on a décidé que c'est moi qui allais présenter aujourd'hui. Donc, de quoi ça va avoir l'air cette présentation-là? On va commencer par... On va partir un petit peu plus loin que juste le SCVQ. Là. On va réfléchir à... Parce que vous allez voir comment ça se construit, ce truc-là. C'est quoi les facteurs qui affectent le prix de marché dans un premier temps? Après ça, on va parler de l'enchère tronquée. Certains d'entre vous, vous êtes des producteurs d'œufs, donc vous avez une idée de c'est quoi l'enchère tronquée, mais est au cœur des mécanismes là, de stabilisation dont on va parler aujourd'hui. C'est quoi, pourquoi des mécanismes de stabilisation? On va parler de ça. Et puis après ça c'est le cœur du truc. On va parler de la mécanique en 3 étapes. Ça, c'est quand vous allez participer là, aux enchères, c'est ça qui va se produire. Puis on va avoir... À travers ça, on va montrer des exemples. Okay? Alors, on va commencer ça super simple. Ça, c'est une courbe d'offre, hein? Puis une courbe de demande. Puis là où les deux se rencontrent, c'est là qu'il y a un prix, puis c'est là qu'il y a une quantité. Si je suis ici, j'ai demandé trop cher. Si je suis ici, j'ai pas comme acheteur offert assez. Là, ça, c'est ce qu'on voit en théorie, hein, en économique, l'offre et la demande. Mais dans la vraie vie, là, il y a toutes sortes de mécanismes. Là, disons que, je ne sais pas si vous le savez sûrement pas, mais moi, j'ai des loups forestiers en Estrie. Je viens de l'Estrie. Puis là, je me cherche un petit tracteur. J'aimerais ça avoir un petit tracteur, 50 forces, hein, pour un tracteur forestier. Je soupçonne que dans la salle ici, il y en a qui ont un tracteur forestier qui pourrait rencontrer mes critères. Mais là, si je veux l'acheter, comment est-ce que je fais? Je suis chanceux, là, j'ai le micro, je pourrais dire « Hey, il y en a-tu qui ont un tracteur forestier à vendre? » Ou je pourrais aller vous voir, les uns les unes, un après l'autre, pour dire « Vous posez la question. Hein? » On est d'accord? Ça, c'est un marché. Mais on s'entend-tu que ce n'est pas super efficace? Peut-être que vous n'en avez pas à vendre, peut-être qu'il n'y a rien qui rencontre mes critères. Mais si je m'en allais sur un site spécialisé en machinerie agricole, pensez-vous que j'ai plus de chances de succès? Oui? Oui? Et, excusez-moi, je vais vous poser des questions, je suis professeur, puis ça va vous emmerder, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein, on dit tout le temps ça, mais pour vrai, il y en a des mauvaises réponses, mais c'est pas vrai. Mais pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Et pensez-vous que j'ai plus de chances d'avoir un bon prix si je m'en vais sur un site comme ça? Probablement. Donc, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que le mécanisme de transaction va affecter le prix de marché. La façon dont je vais gérer les demandes des acheteurs puis les offres des vendeurs, ça va affecter le prix. Et donc, le type d'enchère qu'on va utiliser, ou le type d'encan, moi j'ai utilisé le terme enchère, mais un enchère c'est un encan, où
où le processus d'attribution va avoir un impact sur le résultat. Alors, et j'ajouterais même que la structure de l'offre et de la demande affecte le prix de marché. Qu'est-ce que je veux dire par la structure de l'offre et de la demande? Bien, y a-t-il plus de demandes qu'il y a d'offres? Vous savez, si demain, il y a plus de quotas offerts qu'il y a de demandes, bien, le prix risque d'être plus bas que s'il n'y en a pas beaucoup. On est d'accord? Donc, ça affecte le prix. Est-ce que la présence ou pas d'une demande excédentaire? Une demande excédentaire, c'est pas qu'il y a plus de demandes que d'offres. Une demande excédentaire, c'est autre chose, puis on va passer quand même une certaine quantité de temps tantôt à vous expliquer c'est quoi une demande excédentaire, et c'est important pour l'enchère tronquée. L'environnement transactionnel affecte aussi le prix de marché. Est-ce qu'il y a de la location ou il n'y en a pas? Imaginez qu'il n'y a plus de location de quotas. C'est sûr que ça changerait les choses. Hein? Il y a combien de zones? Il y en avait 3, maintenant il va en avoir 2. S'il y en avait une seule, ça changerait les choses aussi. Donc, ça, c'est les facteurs qui affectent le prix. Donc, si j'ai une demande qui est supérieure à l'offre, c'est sûr, on l'a dit tantôt, ça crée une pression sur les prix. Et quand j'ai des faibles volumes de vente, on peut se retrouver dans une situation où j'ai une demande excédentaire et un tunnel de prix. C'est quoi ça? Une demande excédentaire puis un tunnel de prix. C'est ça. OK? Alors, une demande excédentaire, c'est... Regardez, ça, c'est les acheteurs. OK? Ici, là, il y a des acheteurs qui disent... Il y a un groupe d'acheteurs qui dit « Moi, je suis prêt à payer 2600. » Les chiffres ne sont pas reliés à vos transactions. Là. Après ça, eux autres sont prêts à payer moins. Donc, vous voyez que si quelqu'un est prêt à acheter à 2500 un certain nombre d'unités, pensez-vous qu'il est aussi prêt à acheter le même nombre d'unités à moins cher? Ben oui. Ben oui. Donc, c'est pour ça que je me déplace sur les quantités, là, je me déplace comme ça. OK? Plus le prix baisse, plus que la quantité totale augmente, parce que je peux additionner les quantités, celle-là, avec celle-là, avec celle-là, ainsi de suite. D'accord? Alors ici, ça, c'est les vendeurs. Dans mon cas, les vendeurs ne sont pas trop gourmands. Le dernier prix, le prix le plus cher demandé, c'est 500 ici. Puis après ça, ben, il se passe quoi? Ben, il n'y en a plus. Fait qu'on monte ça comme ça. Fait que dans ce marché-là, dans le fond, le prix, la manière dont ça fonctionne présentement, là, présentement, vous avez ce qu'on appelle une enchère uniforme. Alors, dans mon exemple, le prix serait autour de 2000 ici. Et puis, la demande excédentaire, et puis je vais le répéter plusieurs fois, là, la demande excédentaire, c'est la demande, c'est est-ce qu'il y a des acheteurs qui étaient prêts à payer plus cher que le prix du dernier vendeur qui est en jeu. En jeu, ça veut dire qu'il fait transaction. Le dernier vendeur qui fait transaction, ici, ce qu'il a demandé, il dit « Moi, je veux 500 ». La même affaire hein, que j'ai dit tantôt quand je vous ai demandé « Est-ce qu'un acheteur serait prêt à payer moins cher que le prix qu'il a donné? » Vous m'avez dit oui. Est-ce qu'un vendeur serait prêt à recevoir plus que le prix qu'il a demandé? Oui. Alors, ici, là, tous ces gens-là sont prêts, tous ces vendeurs-là sont prêts à recevoir au moins 500 $. Puis ils vont être heureux. Puis donc, n'importe quel prix au-dessus de 500, ils vont être encore plus heureux. Alors ici, la demande excédentaire, c'est regarder les acheteurs ici, là. Est-ce qu'ils ont offert plus que 500 $ le mètre carré? La réponse, c'est oui. Est-ce qu'ils ont eu des unités? Ils en ont-tu du quota? Non, parce que je ne peux pas donner plus de quota que ce que j'ai ici, mais mon unité, c'est 40. Le quota, il est tout vendu. C'est qui a le quota en premier? C'est eux autres. En deuxième, eux autres. Eux autres. Eux autres. On arrive à eux autres? Il n'y en a plus. Donc, c'est ça la demande excédentaire. Ils sont au-dessus du prix du dernier vendeur qui a fait de transaction, mais ils n'en ont pas de quota. Ils n'ont pas d'unité. Ça, c'est une demande excédentaire. Maintenant, c'est quoi le tunnel de prix? Le tunnel de prix, c'est que n'importe quel prix entre 500 et 2000 pourrait être un prix
de transaction. Ça pourrait être le prix de l'enchère, puis tout le monde serait heureux. Pourquoi tout le monde serait heureux? N'importe quel prix du côté des vendeurs, n'importe quel prix en haut de 500, là, ils vont le prendre, vous êtes d'accord? Le prix minimum le plus haut, c'est 500. Fait que n'importe quel prix en haut de 500, on va le prendre, mon chum. Les acheteurs, le prix maximum qu'ils sont prêts à payer, le plus bas, c'est 2000. N'importe quel prix en bas de 2000, tout le monde va le prendre, vous êtes d'accord? Donc, n'importe quel de ces prix-là, c'est ça le tunnel de prix. Tous ces prix-là pourraient être le bon prix. Les règles qui existent présentement dans le marché du quota pour le poulet, ça va être ce prix-là. Ça va être 2000 qui va être choisi. D'accord? Là où ça se croise. Alors, pourquoi parler d'une demande excédentaire? Pourquoi parler d'un tunnel de prix? Alors, je donne les chiffres de mon exemple, mais ici, une demande excédentaire, ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, comme je l'ai dit. La demande excédentaire, c'est toutes les unités que les acheteurs ne peuvent pas acheter, même s'ils ont offert un prix supérieur à celui du dernier vendeur qui vend. Donc, pourquoi parler de ça? Bon, écoutez, nous, il y a de la littérature sur les enchères. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'enchères en laboratoire, qui ont été utilisées dans la vraie vie et tout ça. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand j'ai une demande excédentaire, savez-vous ce qui se passe? C'est que ça crée de l'inflation. C'est que ça fait monter les prix. Pourquoi? Imaginez, vous êtes un producteur ici. Imaginez, vous êtes là, vous n'avez pas eu de quota. Vous avez misé en haut du prix du dernier vendeur. Puis vous n'avez pas eu de quota. Il se passe quoi aux prochaines enchères? On monte. Hein? Puis le vendeur, lui, il sait qu'il y a un tunnel de prix entre 500 et 2000. Le vendeur, il fait quoi à la prochaine enchère? On monte le prix. Les deux montent le prix. Qu'est-ce qui se passe avec le prix? Il monte. Hein? Pas le choix. Donc, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ça prenait pas, hein, c'était pas une grosse découverte, mais on l'a testé en laboratoire, puis tout ça, puis ben oui, ça fait monter le prix. La demande excédentaire fait monter le prix beaucoup plus que s'il n'y a pas de demande excédentaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette demande excédentaire-là? Ben, en plus, dans votre cas, là, si on ajoute à ça, c'est que souvent, quand vous achetez du quota, la plupart d'entre vous, vous faites des achats à la marge. Qu'est-ce qu'on entend par un achat à la marge? C'est que vous achetez une fraction de votre quota détenu. Puis, vous êtes donc plutôt prêt à payer assez cher pour une fraction de votre quota détenu parce que vous en avez du quota déjà qui vous a coûté moins cher que ce prix-là. Fait que dans le fond, vous regardez sur votre coût moyen puis vous dites, c'est pas si pire. Fait que je suis prêt à payer à la marge, je suis prêt à payer plus cher. Et là, les achats à la marge déterminent, par exemple, ça devient le prix du quota pour tout le quota. Donc, ça aussi, ça a un effet d'inflation du prix du quota. Alors, si on combine ça, si j'ai une demande excédentaire, un tunnel de prix, puis le fait que vous êtes dans une situation d'achat à la marge, tous les ingrédients sont là pour que le prix monte relativement rapidement, le prix du quota. Alors, on va maintenant qu'on a ça en tête, on va regarder aujourd'hui, là, en fait, pas aujourd'hui, mais les enchères précédentes, les encans précédents, vous aviez l'enchère uniforme. On va juste se rappeler comment il fonctionne, ce truc-là, hein, celui sur lequel il y a eu des transactions. Alors, le prix de transaction correspond au prix pour lequel on obtient la plus petite différence entre les quantités offertes par les vendeurs et celles demandées par les acheteurs. Je vous dis ça, ça ne vous dit pas grand-chose. Ça va être plus clair dans 2 minutes. Fait que la manière que ça marche, mettons que vous êtes un vendeur. Là, vous envoyez ça, je ne sais pas où, à la fédération ou à un organisme indépendant ou peu importe. Là, vous êtes un vendeur, puis là, vous dites, moi, là, à 1600 $ le mètre carré, je suis prêt à vendre 1200 mètres carrés. Okay? Alors, j'ai combien, à 1600 $, j'ai combien de mètres carrés à vendre?
au total, 1200. On est d'accord? À 1800 $ du mètre carré, j'ai 2049 unités supplémentaires. Ça peut être un producteur, 2, 3 producteurs, qui, eux autres, disent « Hey, à 1800, moi, je suis prêt à vendre telle quantité de quotas. » Fait que là, ça me donne 2049. On s'est dit tantôt qu'un vendeur est prêt à vendre à un prix plus élevé que le prix qu'il a demandé. Donc, à 1800, j'en ai combien d'unités à vendre? J'ai les 2049 que les gens ont dit, ça, c'est le prix minimum que je vais avoir. Puis ça, c'est au-dessus du prix minimum de ceux à 1600, fait qu'ils sont aussi vendeurs à 1800. Donc, 1200 plus 2049, 3249. Donc, à 1800 $ le mètre carré, j'ai 3249 mètres carrés de quotas à vendre. Fait que là, vous remarquerez que j'ai ordonné comme ça, du prix le plus bas au prix le plus élevé, tout ce que les vendeurs m'ont envoyé. Et j'ai fait l'addition, la flèche est importante, en descendant. Fait que je suis parti 1200, ça plus ça fait 3249, plus ça fait 7227, et ainsi de suite. Et je me retrouve avec, au total, à 2100, je me retrouve avec 8366 unités à vendre. C'est normal, plus le prix augmente, plus je vais avoir d'unités à vendre. Ça a du sens, hein? Maintenant, on va regarder du côté des acheteurs. Comment ça marche? Du côté des acheteurs, c'est un peu le même principe. Je vais ordonner du prix le plus bas au prix le plus élevé, mais cette fois-ci, je vais additionner les quantités en montant. La flèche est comme ça, en montant. Ça veut dire que sur le principe qu'un acheteur est prêt à payer moins que le prix qu'il a annoncé. Alors ici, j'ai 2115 $ du mètre carré. J'ai 4200 unités à vendre. Donc, au total, j'en ai 4200. Ici, j'ai 2100 unités, 2100 $ du mètre carré. Puis là, j'ai 2590 mètres carrés d'intention d'achat de la part des acheteurs. Donc, à 2100 $, j'ai combien, c'est quoi le volume de quotas que je pourrais acheter? C'est 6790, 2590 plus 4200. Ça a du sens? Ça a du sens que celui qui était prêt à payer 2115, il est prêt aussi à payer moins 2100. Donc, je peux additionner les quantités comme ça. Alors là, d'un côté, je m'en vais de même avec les vendeurs, je m'en vais de même avec les acheteurs. Si je mets ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? Encore une fois, je vais ordonner du prix le plus bas au prix le plus élevé. Et là, je regarde, OK, les vendeurs à 1600, j'ai 1200 mètres carrés qui est offert. Puis, du côté des acheteurs, c'est un bon prix, 1600, fait que j'ai 11 732 unités que les gens seraient prêts à acheter à ce prix-là. Et là, entre 1200 et 11 732, là, j'ai un écart de 10 532. On voit bien qu'il y a un bug, là. Ça ne marche pas, hein? On est d'accord? Fait que là, c'est correct parce que quand le prix augmente, qu'est-ce qui se passe du côté des vendeurs? Quand le prix augmente, les vendeurs, ils ont plus de quantités qui sont offertes, on est d'accord? Puis du côté des acheteurs, quand le prix augmente, il y a moins de quantités qui sont demandées. Fait qu'à un moment donné, les deux vont se rencontrer, on est d'accord? Fait que là, c'est ça qu'on fait. Alors, ça s'en va comme ça s'en va comme ça, et on regarde, il est où l'écart? Le plus petit, c'est ici, 76. Je ne sais pas si tout le monde peut voir en arrière. 76 unités ici, donc ça correspond à un prix de 2045 $ le mètre carré. Ça, c'est l'enchère actuelle. C'est le même qu'elle fonctionne. Elle va dire, le prix, c'est 2045. La quantité transigée, ça va être 8090. Pourquoi 8090 versus 8166? Il faut aller avec la plus petite quantité, ça devient mon facteur limitant. Donc, je peux pas, si personne ne veut faire transaction à ce prix-là, c'est le facteur limitant. Donc, avec ce mécanisme-là, de l'enchère uniforme, 2045 $ pour 8090 unités. Ça, c'est la manière dont ça fonctionne présentement.
l'enchère uniforme que vous utilisez, là, c'est une bonne enchère. C'est une enchère qui est efficace. Mais ce n'est pas une enchère qui réagit super bien quand il y a une demande excédentaire. Ce n'est pas la meilleure enchère en situation de demande excédentaire. Alors, elle ne vous protège pas contre une potentielle hyperinflation. Alors, c'est pour ça qu'on arrive en se disant, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour essayer de... Si on ne veut pas, ça semble être le souhait des producteurs, puis c'est le souhait des producteurs d'œufs, c'est le souhait des producteurs de lait. Tu ne veux pas que le prix du quota se mette, particulièrement au Québec, tu ne veux pas que le prix du quota se mette à monter en flèche. Donc, c'est là que nous, on a inventé un enchère. Quand je dis nous, c'est moi puis un collègue, Daniel Rondeau, un gars de Saint-Hyacinthe qui est à l'Université de Victoria, en Colombie-Britannique. Alors, et cette enchère-là, on a publié là-dessus, elle a été utilisée. Donc, c'est une réponse efficace à une potentielle hyperinflation en maintenant une allocation de marché. Le dernier petit oui est important. On a quand même une allocation de marché. C'est pas comme on va tout vous donner un petit morceau, des choses comme ça. Là, ici, on a vraiment le marché qui détermine qui va avoir du quota, mais selon d'autres règles. Alors, comment fonctionne cette enchère tronquée-là? Alors, pour que l'enchère tronquée fonctionne, ça prend une demande excédentaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'est quoi une demande excédentaire, mais je vais le redire. Habituellement, il faut entendre quelque chose 7 fois pour le retenir. Aujourd'hui, je vais vous le dire peut-être 4 ou 5. Fait qu'il vous en manquera 2 pour être sûr que vous retenez c'est quoi une demande excédentaire. Alors, c'est tous les acheteurs qui ont misé un prix supérieur au dernier prix du vendeur qui fait transaction, mais qui n'obtiennent pas d'unité. Donc, ça, c'est ma demande excédentaire. Donc, première chose, il faut qu'il y ait une demande excédentaire. Et ça fonctionne de la façon suivante. OK, il y a 3 étapes. La première, est-ce qu'il y a une demande excédentaire? Oui. S'il n'y en a pas, il se passe quoi? Il se passe rien. S'il n'y en a pas, c'est l'enchère que vous utilisez, l'enchère uniforme, c'est juste ça. Pourquoi? Tantôt, je vous ai dit, l'enchère uniforme, c'est une excellente enchère, sauf quand il y a une demande excédentaire. S'il n'y a pas de demande excédentaire, c'est une excellente enchère, utilisez-la. S'il y a une demande excédentaire, elle est moins bonne. On va utiliser l'enchère tronquée. OK? Donc, première chose, y en a-t-il une demande excédentaire? Mettons qu'il y en a une. OK. Maintenant, les acheteurs doivent se qualifier en misant un prix supérieur ou égal au prix du dernier vendeur en jeu. J'ai utilisé un autre exemple parce que tantôt, tout le monde est en jeu. Alors, regardez ici. Pour l'instant, oubliez les lignes pointillées, OK? Tout ce qui est pointillé, oubliez-le. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est les acheteurs, OK? Ça, c'est les vendeurs. Et là, si je retourne en arrière, on dit les acheteurs doivent se qualifier en misant un prix supérieur ou égal au prix du dernier vendeur en jeu. Bon, premièrement, on va faire nos affaires correctement. Y a-t-il une demande excédentaire dans mon truc ici? Là, oubliez ça, là. Y en a-t-il une demande excédentaire? Ben oui, il y en a une. Parce que lui, là, ceux qui sont ici, il y en a la moitié qui n'auront pas d'unité. Ils sont tous au-dessus le dernier là, en jeu, là, c'est J. Hein? Le dernier vendeur en jeu, c'est J. Le dernier vendeur, c'est I. Mais pourquoi est-ce que I ne fait pas transaction? Il est à l'extérieur. Il faut qu'il soit à l'intérieur de la fonction de demande. Il est à l'extérieur. Lui, il demande un prix trop élevé. Tu sais, si vous êtes un vendeur et dit « Moi, je veux 15 000 $ du mètre carré », vous ne serez pas en jeu. Bien, ça, c'est le cas ici. I, il n'est pas en jeu. Il est à l'extérieur. Donc, le dernier en jeu, c'est J. J comme jeu. C'est pas vrai, c'était un hasard. Donc, la demande excédentaire, dans le fond, c'est tout le monde qui est au-dessus de J. Est-ce que l'acheteur H est au-dessus de J? Non. Est-ce qu'il fait partie de la demande excédentaire? Non.
Il n'est pas en jeu, il ne fait pas partie de la demande excédentaire. Donc, la demande excédentaire, là, c'est ça ici. OK? C'est une partie de E, F et G. Tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a une demande excédentaire? La réponse, c'est oui. On retourne en arrière. L'acheteur doit se qualifier en misant un prix supérieur ou égal au prix du dernier vendeur en jeu. Qui est qualifié là-dedans? Dans les acheteurs, là, A, B, C, D, E, F, G sont qualifiés. H, il n'est pas qualifié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas au-dessus du dernier vendeur en jeu. Le dernier vendeur en jeu, c'est J. H, il est en bas de J, il est out. OK? Maintenant, on a fait 2 étapes sur 3. Oups, on retourne en arrière. Parmi les acheteurs qualifiés, le premier à recevoir du quota est celui qui a offert le prix le plus bas. Au palais. Avant, là, si je m'en vais ici, là, quand on avait l'enchère ordinaire, là, c'est qui le premier qui avait du quota? Hein? C'est lui, hein? Après ça, le deuxième, puis tout ça, puis eux autres passaient au bout du pont. Eux autres, ils n'en avaient pas. La demande excédentaire, elle n'en avait pas. Maintenant, avec l'enchère tronquée, le premier qui a des unités, c'est G. Et lui qui en a en premier. Après ça, c'est F. Après ça, c'est E. Et puis, je m'en vais. Puis là, rendu ici, j'en ai plus d'unités. Fait que c'est B et A qui n'ont pas d'unité. Ils ne font pas de transaction. Imaginez, là, regardez ma courbe ici, là. Puis si j'étais un gars de vidéo, je vous aurais fait de quoi d'écœurant, mais je ne suis pas capable. Fait que, il aurait fallu que je demande à mes enfants. Imaginez que j'enlève H puis que je pousse. Hein? Que je pousse cette courbe-là, puis je la pousse, puis là, regardez, elle s'en vient ici. Le voyez-vous dans votre tête? Vous avez beaucoup d'imagination. Puis là, ici, c'est un précipice, puis là, les autres, ils tombent, ils sont en bas du précipice. Fait que dans le fond, ma courbe, ici, hein, elle est rendue ici. Regardez, G, F, blablabla. Il est comme ça. Donc, c'est ça, le premier, le mieux placé avant, dans le fond, avant, celui qui était le mieux placé, c'était lui. Mais quand il y a une demande excédentaire et que l'enchère tronquée s'applique, bien, le mieux placé, c'est lui. Puis c'est eux autres qui ont des unités en premier. Fait que qu'est-ce que ça fait? Vous voyez comment le prix a baissé? Ça, c'était le prix, on est rendu ici. Puis vous voyez que ceux qui ont misé haut, ils n'en ont pas. Ça, c'est l'enchère tronquée. Fait qu'il y a 2 effets à l'enchère tronquée. Le premier effet, c'est celui que je vous ai montré. Il y a un effet mécanique. Parce que la mécanique, là, on le voit très bien. Regardez. On voit bien là, que le prix il est passé de 900 à 500. On voit bien là, l'effet mécanique. Mais il y a aussi un effet psychologique ou un effet de comportement qu'on a testé aussi, qu'on a testé en laboratoire. Puis quand je vous dis qu'on testait en laboratoire, c'était avec du vrai monde, avec de la vraie argent. C'était pas, il ne faisait pas 1200 $, là, mais il faisait quand même pas mal d'argent. Il pouvait faire 80, 90 $, 100 $ en 1 heure. Pas pire payer de l'heure. Là, on est en 2010. C'était quand même un assez bon paiement. Donc, l'effet de comportement, c'est que vous, là, si vous êtes dans la salle, là, puis là, je viens de vous expliquer ça, là. À la prochaine enchère, là, y a-t-il quelqu'un ici dans... Oups! À la prochaine enchère, là, je me suis perdu. Ouais, désolé. À la prochaine enchère, y a-t-il quelqu'un qui veut être ici? Non, hein? Fait que vous allez tous, si quelqu'un pensait miser ça, on est-tu d'accord qu'il va miser moins? Ça, c'est l'effet comportemental. Donc, il y a un effet mécanique, puis il y a un effet de comportement parce que les coups d'après, les gens ne misent plus de la même manière. Ils misent moins. Puis l'effet comportemental, il est très important. Alors, maintenant que vous avez compris c'est quoi l'enchère tronquée, comment l'enchère uniforme fonctionne, l'enchère tronquée, elle s'appelle l'enchère uniforme tronquée. C'est la même enchère, sauf que qu'est-ce que ça prend pour que l'enchère tronquée s'applique? Une demande excédentaire. Une demande excédentaire, exactement. Alors là, on a une proposition de stabilisation de prix qui est maintenant,
pourquoi est-ce qu'on ne combinerait pas à la fois le processus d'enchère actuel, qui est l'enchère uniforme qu'on a vu tantôt, à une mécanique d'enchère tronquée, et on va ajouter une mécanique d'exclusion des acheteurs. Il va y avoir des règles pour ça. Puis là, la question qui se pose, c'est pourquoi faire tout ça? Alors, dans le secteur des œufs, l'enchère tronquée toute seule a été appliquée pendant une couple d'années au Québec, un petit peu plus longtemps en Ontario, puis les deux ont fini avec des prix plafonds pour différentes raisons. Notamment le fait que dans le secteur des œufs, à un moment donné, il y avait les pondoirs en commun, puis là, c'était, on fait quoi si on a les pondoirs en commun puis on n'a plus assez de volume pour l'enchère? Puis là, on nous avait demandé de faire une étude, puis on avait dit, ça va prendre comme un ou ça va prendre l'autre. Ça va être comme difficile d'avoir les deux. Et puis, l'autre aspect également, c'est que vous n'avez pas de garantie de contrôle de prix, en tout cas avec l'enchère tronquée. Vous pourriez avoir quand même un prix élevé. Et puis, si vous n'avez pas de demande excédentaire, ça se peut que le prix monte quand même de façon importante. Alors, dans les discussions que j'ai eues à l'époque avec les producteurs de poulet, les éleveurs de poulet du Québec, il y avait cette idée de dire, est-ce qu'on peut essayer de contraindre ça au taux de 2 %? Donc, on vise une hausse maximale de 2 % de la moyenne des prix des 3 dernières séances. Mais l'enchère tronquée ne vous garantit pas ça aucunement. Et puis, il n'y a pas, même les mécanismes que je vais vous présenter ne le garantissent pas, mais on s'entend qu'à chaque fois, la probabilité d'avoir un prix qui serait supérieur à 2 % de la moyenne des 3 dernières enchères diminue. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous présente là 3 mécaniques. Alors, l'idée, c'est, on commence avec l'enchère comme elle est là. Après ça, vous allez voir l'arbre de décision. Après ça, si jamais on n'a pas si jamais le prix est trop haut, il est plus haut que le 2 % dans le fond de la moyenne des 3 dernières enchères, on va y aller avec l'enchère tronquée. Puis même si ça, le prix est encore plus haut que le 2 %, on va y aller avec la mécanique d'exclusion. C'est ça que je vais vous expliquer. Alors là, j'espère que vous avez pas mal à la tête. C'est un arbre de décision. Okay? C'est plus intimidant. Quand on le décortique, c'est quand même assez simple. Alors, première chose, on reçoit tous les vendeurs, ils envoient leur disent, moi, je suis prêt à tel prix à vendre telle quantité. Les acheteurs disent, moi, à tel prix, je suis prêt à acheter telle quantité. Hein? On descend ça, on monte ça, on y va avec l'enchère uniforme, puis on trouve est où la différence la plus petite. Puis là, on détermine le prix. À ce prix-là, est-ce que je suis au-dessus de 2 % de la moyenne des 3 dernières enchères? Alors, si la réponse c'est non, dans ce cas-ci, c'est écrit à l'inverse. Est-ce que je suis plus bas que le 2 % des 3 dernières enchères de la moyenne? Si la réponse est oui, c'est fini. Ça s'arrête là. Mais si la réponse est non, OK, on va à la prochaine étape. On applique l'enchère tronquée. Mais pour appliquer l'enchère tronquée, ça prend quoi? Une demande excédentaire. Alors là, est-ce que j'ai une demande excédentaire? Oui. Fait que là, on tronque, hein? On pousse la fonction de demande, puis on pousse ceux qui ont misé haut dans le ravin. Mais là, j'ai un nouveau prix. Est-ce que ce prix-là, il est inférieur à 102 % de la moyenne des 3 dernières enchères? Si la réponse est oui, c'est fini. C'est ça le prix. Si la réponse est non, on va à la mécanique d'exclusion que je vais expliquer dans un instant. Mais la mécanique d'exclusion, là, c'est que, dans le fond, on enlève 10 % des vendeurs les plus élevés. Pas 10 % des volumes, 10 % des vendeurs, des acheteurs. Si j'ai 20 personnes qui ont dit « je suis prêt à acheter du quota », on prend les deux acheteurs qui ont misé le plus haut, puis on les enlève. Puis on réapplique l'enchère uniforme pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais là, je ne voudrais pas me retrouver dans la situation où mon prix bouge presque pas, puis je perds plein de volume. Parce que du quota, vous en voulez. Hein? Vous voulez les faire, les transactions.
Fait que je veux m'assurer que si je baisse le prix, il faut que ce soit proportionnel à la quantité que je pourrais perdre. Alors, on va regarder, est-ce que, c'est ce qu'on a appelé ici, est-ce que l'ajustement est significatif? Et s'il est significatif, ça s'arrête là. S'il ne l'est pas, ben, on s'en retourne au prix de l'enchère tronqué s'il y avait une demande excédentaire. Puis s'il n'y avait pas de demande excédentaire, ben, on retourne au prix ici. Mais voyez-vous, j'ai quand même passé plein d'étapes pour essayer de contraindre, dans le fond, la hausse de prix dans le processus. Et dans le fond, on va revenir avec cet arbre de décision-là à quelques reprises. Alors, juste pour votre information, le 102 %, là, alors Sarah a regardé les différentes périodes pour la zone 2 et la zone 3. Et puis donc, de A176 à A195, ben, dans la zone 2, la mécanique, si vous voulez, de contrainte de prix, ce serait appliqué à A182, c'est-à-dire que là, on est au-dessus de 2 %. Le prix de marché est au-dessus de 2 % de la moyenne des 3 enchères précédentes. Et pour la zone 3, ça se serait appliqué à A176, A179 et A182. D'accord? Et là, on va faire un exemple de mécanique. Alors, si on reprend notre exemple, vous vous souvenez tantôt, là, quand je vous ai dit, voici comment fonctionne l'enchère uniforme, on était arrivé avec un prix de 245 $ du mètre carré. Et ça, ce prix-là, si on regarde la moyenne des 3 enchères d'avant, pour la période 1, c'était 1975, 1900, 1905 $ du mètre carré. Je fais la moyenne 1927. Là, moi, j'ai obtenu 2045. Est-ce que 2045, bon, si je fais 102 % de ça, ça me donne 1965. Est-ce que 2045, le prix que j'ai obtenu avec l'enchère uniforme, sans rien faire d'autre, hein, la mécanique 1, est-ce que c'est supérieur à 1965? Oui. On est au-dessus du 2 %, du 102 % dans le fond. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On passe à la mécanique 2. Mécanique 2, l'enchère tronquée. Hein? Dans le fond, là, j'ai fait ça. Est-ce que c'est le prix est égal ou inférieur à 102 %? La réponse, c'est non. On arrive ici, application de l'enchère tronquée. Prochaine étape, est-ce qu'il y a une demande excédentaire? On va aller voir. Ça, c'est les chiffres que je vous ai présentés. Là, quand ça descendait, ça montait. Il y avait les vendeurs, il y avait les acheteurs. C'est les chiffres sur un graphique. Ici, je vous ferai remarquer que le prix, c'est 2045. Je ne sais pas si en arrière, vous pouvez voir, mais il n'est pas tout à fait... Vous pouvez dire, « Hey, Maurice, tu t'es trompé dans ton graphique parce que ce n'est pas où ils se croisent exactement. C'est un petit peu à gauche, à votre gauche. » Tout simplement parce que vous vous souvenez, on va où la différence est la plus petite. C'est pas, ils ne se croisent pas exactement. La différence est la plus petite, donc on est un petit peu décalé. C'est juste pour ça. Alors ça, c'est le prix de l'enchère mécanique 1, l'enchère uniforme. Et là, je regarde, le dernier vendeur en jeu, c'est lui à 1980 $ le mètre carré. Il y en a un ici, là. Il y en a un, mais lui, il n'est pas en jeu. Pourquoi il n'est pas en jeu? Il est au-dessus de la fonction des acheteurs. Il est au-dessus de la fonction de demande. Il n'est pas en jeu. Fait que le dernier en jeu, c'est 1980. Ici, là, vous voyez, il y a un groupe ici, il y en a un autre là. Je tremble dans mes mains. Puis là, vous voyez que... Hey, j'ai plus 20 ans. Vous voyez que ici, 1980 puis 1975. Lui, il est-tu dans la... Y a-t-il une demande excédentaire ici? Oui, bravo. Hey, vous êtes vraiment bon. Donc, tout ça, c'est la demande excédentaire. Lui, là, son prix qui est prêt à payer, il est plus bas que le 1980. Fait que lui, il est-tu dans la demande excédentaire? Non, il ne l'est pas. Donc, lui, boum, il est out. OK? Alors, est-ce qu'il y a une demande excédentaire? Oui. Maintenant, est-ce que je peux appliquer le tronquage? Oui. Qui va avoir des données en premier? Bien, attendez un petit peu. On va faire ça plus systématiquement. On va regarder ça. Donc, vous voyez, j'ai mis la demande excédentaire. J'ai essayé de la tracer ici. Alors, selon la mécanique actuelle, le prix serait de 2045 $ le mètre carré avec une quantité transigée de 8090
mètres carrés. Le prix du dernier vendeur en jeu, c'est 1980. OK, on retient ça. Est-ce qu'il y a une demande excédentaire? On a déjà dit oui, monsieur, il y en a une, puis on l'a identifié sur le graphique. Donc, il y a une demande excédentaire parce qu'il y a au moins un acheteur qui est prêt à payer plus que le prix demandé par le dernier vendeur en jeu et qui n'obtient pas de quota quand la mécanique 1 s'applique. Ici, là, la mécanique 1, tous eux autres, ils ont le quota, eux autres, ils n'en ont pas. Ça, c'est la mécanique 1. On a dit qu'il y avait une demande excédentaire. Parce qu'on était plus haut que le 2 %, le tronquage s'applique. C'est qui a du quota en premier? C'est eux autres. Puis, on va monter comme ça. Puis, c'est qui n'aura pas de quota? Ça va être eux autres. Donc, oui, il y a une demande excédentaire. Le prix fixé de marché devient 1980. Le nouveau prix, ça devient, quand je tasse tout, le nouveau prix, ça devient 1980. Et non pas 2045. Fait que là, vous voyez bien que je passais de 2045 à 1985, pardon, donc, excusez-moi, à 1980, donc le prix a baissé. Le premier qui obtient du quota, c'est celui qui a misé, dans mon exemple, là, c'est lui, là. Il y en a un qui est à 1975, lui, là, qui est sur la ligne, là, il est à 1985, c'est lui qui en a en premier. Puis après ça, on monte. Donc, les acheteurs qui ont misé le montant le plus élevé sont servis en dernier et certains n'auront pas de quota. Hein, ceux ici, là, ici, il y a du monde qui n'auront pas de quota. Mais là, OK, regardez ça. On a dit, est-ce que le prix que j'ai eu avec l'enchère uniforme était inférieur à 102 %? La réponse était non. On a descendu. On va appliquer l'enchère tronquée. Y a-t-il une demande excédentaire? Oui, il y a une demande excédentaire. Est-ce que le prix obtenu avec l'enchère tronquée est inférieur à 102 % de la moyenne des 3 dernières enchères? Je ne le sais pas. Je vais regarder. OK? Alors, le prix obtenu par la mécanique 2, l'enchère tronquée, c'est 1980. Puis je vous rappelle que 102 % de la moyenne des 3 dernières enchères, on l'a calculé tantôt, c'est 1965. 1980, c'est plus que 1965. On n'a pas rencontré notre 2 %, donc on passe à l'étape suivante, mécanique d'exclusion. Hein? Donc, est-ce qu'on était inférieur à 102 %? Non. OK, on s'en va à l'exclusion. Alors, dans la mécanique d'exclusion, on vise à soustraire du processus d'enchère 10 % des acheteurs qui ont soumis le prix d'achat le plus élevé. Je vous le rappelle, ce n'est pas 10 % des volumes, c'est le nombre d'individus. À condition que l'impact de leur retrait sur le prix n'affecte pas négativement les quantités transigées d'une différence de plus de 10 %. On va y revenir tantôt. Donc, on vient de le dire, on valide la différence entre la baisse de prix et la baisse de quantité. Un exemple. Alors, ça, c'est encore la même diapo que tantôt. Tu sais, le tantôt, là, quand je vous ai expliqué, voici comment l'enchère uniforme fonctionne. Hein? Donc, la diapo où on déterminait que le prix, le prix le plus bas était à 76, hein? C'est cette diapo-là. Vous êtes d'accord? Là, regardez la quantité cumulative demandée par les acheteurs. À 1600, j'ai 11 732 mètres carrés qui est demandé par les acheteurs. Là, j'enlève 10 % des acheteurs qui ont misé la mise la plus élevée et j'ajoute une colonne. Regardez, ça c'est la même colonne, même colonne, même colonne. Là, j'ai ajouté cette colonne-là. Quand je dis « je », c'est pas moi, c'est Sarah. Donc, ici, regardez, je passais de 11 732 mètres carrés à 7 532 à ce prix-là. Et là, la différence, regardez, avant, ma différence, c'était à 2045. Mais là, à 2045, j'ai regardé ça, j'ai un écart de 4 276 mètres carrés. C'est plus la place où, dans le fond, vous vous souvenez, les vendeurs, les acheteurs, là où l'écart est le plus faible, c'est plus là parce que j'ai changé la fonction de demande, dans le fond. J'ai enlevé des gens. Et là, le nouvel endroit, c'est ici, c'est 84. Puis là, c'est à ce nouveau prix-là, 1870 $ du mètre carré, versus 2045 avec l'enchère de la mécanique 1, l'enchère que vous connaissez présentement. Et
j'ai pas fini. Là, ça va être quoi les unités? Ça va être le plus petit de 7532 et 7616, donc 7532. Là, maintenant, il me reste à vérifier, est-ce que je respecte mes ratios? Alors, le prix. Le prix que j'avais avant, c'est 2045. Le nouveau prix, 1870. Avant, j'avais 8090 mètres carrés qui étaient transigés. Maintenant, j'en ai 7532. Si je fais la variation de prix, je prends le nouveau prix, 1870 moins l'ancien prix divisé par 2045 fois 100, ça me donne une baisse de prix de 8,56 %. Je fais la même chose avec les quantités. Je prends ma nouvelle quantité, qui est excusez-moi, ici, 7532 moins 8090 divisé par 8090 divisé par 100. Je fais juste un pourcentage. Ça me donne 6,90, une baisse de 6,90. Donc, j'ai baissé mon prix de 8,5 %, puis j'ai baissé mes quantités de 6,90 %. Est-ce que cet écart-là est supérieur ou pas à 10 %? Bien, 8,56 moins 6,90, ça me donne 2,70. C'est inférieur à 10 %, ça s'applique. C'est ça, ça va être ça notre prix. Alors, si je retourne ici, on est là, ça marche. C'est notre prix final. Alors, juste pour votre information, pour bien comprendre, parce que là, on vient juste de voir ce principe d'exclusion-là, comment il fonctionne, j'ai mis 3 autres exemples. D'accord? Alors, l'exemple 1, l'exemple 2, l'exemple 3. OK? Alors, regardez, ici, initialement, avec la mécanique 1, j'avais un prix de 1800, 1950, 2000, avec des quantités initiales 19 100, 11 870, 12 660. Après que j'ai enlevé 10 % des acheteurs, mon prix ici n'a pas changé. Ça se peut, de la manière que la fonction de demande est faite, ça se peut. Ici, mon prix a baissé de 1950 à 1900, puis de 2000 à 1850 dans l'exemple 3. Mais j'ai mes quantités qui ont baissé aussi, de 19 000 à 17 000, de 11 870 à 11 400 et ainsi de suite. Alors là, regardez ici, on calcule le ratio de variation de prix. S'il y a une variation négative du prix, on passe à l'étape suivante. Ici, là, est-ce qu'il y a eu une baisse de prix? Non, c'est fini. On arrête ça là. Ça a du sens. Voulez-vous que le prix, on appliquerait quelque chose, le prix ne bouge pas, puis vous perdez des quantités? Ça n'a aucun sens, on est d'accord? Il n'y a aucune raison d'aller là. Donc, dans ce cas-ci, c'est non. Ça, dans ce cas-ci, l'exclusion ne s'applique pas. On retourne au truc d'avant, qui est soit l'enchère tronquée s'il y avait une demande excédentaire ou le prix de la mécanique 1 s'il n'y avait pas de demande excédentaire. Dans cet exemple ici, regardez, mon ratio de baisse de prix, c'est 2,6 %. Donc, le prix a baissé de 2,6 %. Quand je regarde le ratio des quantités, moins 4 %. Est-ce que le prix a baissé? Oui. Je regarde, le 4 % moins 2,6 %, ça donne 1,4 %. Est-ce que c'est moins que 10 %? Oui. Ça s'applique. Ici, l'exclusion fonctionne. Dans ce cas-ci, j'ai une belle baisse de prix, 7,5 %. Mais j'ai perdu presque 21 % de quantité. Fait que là, quand je fais la différence entre le 20,6 puis le 7,5, j'arrive à 13,1. Là, désolé, mon ratio n'est pas respecté. J'ai trop perdu de quantité pour la baisse de prix que j'ai obtenue. C'est out, donc c'est non. Et dans ce cas-ci, ça s'appliquerait. Alors, on est ici. Si jamais ça ne s'appliquait pas, mettons que tu arrives à l'exclusion, comme je l'ai dit tantôt, puis que ça ne s'applique pas, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, je m'en vais au résultat de l'enchère tronquée, s'il y avait une demande excédentaire. Mais mettons qu'il n'y avait pas de demande excédentaire. Là. Regardez, mettons qu'on avait pris ce chemin-là. On arrive, OK, on est au-dessus du 102 %. Fait qu'on applique l'enchère tronquée. Est-ce qu'il y a une demande excédentaire? Non. Bien, s'il n'y en a pas, il faut que s'il n'y a pas de demande excédentaire, je m'en vais direct à l'exclusion. D'accord? Alors ici, il manque une petite flèche ici. Alors, si la mécanique d'exclusion ne s'applique pas, c'est soit que je retourne ici, s'il y a une demande excédentaire, s'il n'y en avait pas, je retourne ici, à la mécanique 1. Alors, c'est ça, les mécanismes d'atténuation qui sont proposés. Puis des autres conditions particulières, c'est que la fourchette de prix doit être un multiple de 5.
Fait que c'est comme les scènes noires. Les scènes noires n'existent plus. Vous autres, sur le marché du quota, c'est à coût de 5 $. C'est des multiples de 5. OK? Après ça, il faut qu'il y ait une offre minimale de 10 mètres carrés. Ici, c'est écrit, l'acheteur pourrait toutefois se voir attribuer moins de mètres carrés suite à l'application d'un éventuel prorata. Ben, tu sais, tantôt, là, j'avais une situation où il y avait une demande excédentaire pour il y avait un certain nombre d'individus, j'ai appliqué l'enchère tronquée, puis dans le haut, ils sont plusieurs à avoir mis le même prix. Mais je peux juste donner la moitié des unités. Fait que dans ce cas-là, ça pourrait être un exemple où chacun va recevoir de quoi au prorata. Et le prix fixé par un acheteur ne peut excéder plus de 10 % du prix défini par la moyenne des 3 dernières enchères, arrondi au multiple inférieur de 5. Si vous misez plus, puis ça on pourra confirmer avec Sarah, mais si vous misez plus que 10 % au-dessus du prix de la moyenne des 3 dernières enchères, votre mise va être prise puis elle va être descendue à 10 %. On me confirme que c'est le cas. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas miser plus que 10 % de la moyenne des 3 dernières enchères. Et c'est un multiple de 5. Alors ici, si le prix moyen est de 1965, le prix offert ne peut pas être plus haut que 2160. Si vous faites 10 % de 1965, vous allez voir que c'est plus que 2160. Ça donne quelque chose comme 2162. Mais si tu ne peux pas miser 2162, c'est des multiples de 5. Fait que tu retournes sur le plus bas du 5 $, 2160. OK? Tout le monde a compris? En tout cas, tout le monde sait c'est quoi une demande excédentaire. Ça, je suis convaincu de ça.